vous emmène visiter la Villa Adriana à Tivoli. Villa Adriana ou Villa d'Adrien, on verra que les deux expressions ont le même sens, bien sûr, l'une est en italien et l'autre en français. Et comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer, le mot qui pose problème n'est pas le mot Adrien, mais c'est le mot villa. Alors, Villa Adriana ou Villa d'Adrien à Tivoli. Tivoli, c'est une petite ville d'une cinquantaine de milliers d'habitants à l'est de Rome, sur les berges de la rivière qu'on appelait dans l'Antiquité Agno, et qu'on appelle maintenant Agnène, et donc c'est la même rivière, bien sûr, et au pied des monts Tiburtins. À Tivoli, il y a plusieurs choses tout à fait intéressantes. La Villa Adriana que nous avons visitée, mais aussi la Villa d'Este. Et la Villa d'Este, c'est un lieu très remarquable, très, très admirable. Il ne faut pas confondre les deux. Nous verrons qu'il y a peut-être un lien entre la Villa d'Este et la Villa Adriana, mais aujourd'hui, c'est la Villa Adriana que nous allons visiter, donc dans cette petite bourgade de Tivoli, d'ancienne Tibur. Et j'ai choisi pour introduire cet exposé donc des images évoquant la Villa d'Adrien, évoquant en fait des reflets sur l'eau du petit canal, du petit bassin du Canope que nous allons visiter tout à l'heure. Alors la Villa d'Adrien, la Villa Adriana, je dirais plutôt Villa Adriana, je m'expliquerai tout à l'heure pourquoi je fais ce choix. La Villa Adriana est l'œuvre de l'empereur Adrien, l'un des empereurs romains du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Il a régné de 117 à 138 après Jésus-Christ. Et cette villa a la particularité d'être un monument antique dont nous ne connaissons pas le nom antique, mais dont nous avons une description. Une description certes sommaire, mais une description quand même, qui nous permet de nous faire une idée du regard que l'on pouvait porter dans l'Antiquité sur ce lieu. Cette description, on la trouve dans un texte intitulé La vie d'Adrien, si je traduis simplement en français, ce texte qui est en latin, bien sûr, un texte du IVe siècle après Jésus-Christ, qui est un recueil de biographies impériales. C'est un texte assez étrange, dont on pourrait parler si vous voulez, mais des biographies impériales, et la vie d'Adrien, c'est la première de la série. Les biographies impériales, biographies des empereurs des IIe et IIIe siècles. Et dans cette vie d'Adrien, donc, on trouve au chapitre 26, c'est à la fin en fait du texte, ce petit paragraphe, cette phrase qui nous dit ceci: « Il orna sa campagne de Tibur de constructions admirables, on y voyait reproduits les lieux les plus renommés de l'univers, tels que le lycée, l'académie, le Prytanée, le Pessil, Canope, Tempé, et même, pour que rien n'y manquât, les enfers. » Alors ce petit texte nous apporte trois informations. Selon l'auteur, il prétend s'appeler Aelius Partianus, vous voyez dans le texte latin. Selon l'auteur, la villa est une villa à la campagne, ce qui renvoie à toute la littérature latine consacrée à ce thème, du grand domaine foncier, du latifundium, de l'agriculture esclavagiste, et donc toute une série de références, de connotations sont liées à ce terme de villa, ce terme latin de villa. C'est pourquoi le traducteur du texte en français, qui était André Chastagnol, un spécialiste tout à fait réputé il y a une trentaine d'années, eh bien, lorsque Chastagnol a eu à traduire ce texte, il n'a pas voulu traduire villa par villa, mais il l'a traduit par campagne, pour insister sur l'idée. Ce que nous dit l'auteur antique, c'est qu'il s'agit d'un domaine à la campagne. Bon. On nous dit d'autre part que dans ce domaine, il y a différentes sections, différentes zones, différentes parties, et chaque partie du domaine constitue une sorte de reconstitution d'un lieu célèbre, peut-être visité par l'empereur Adrien, qui a beaucoup voyagé pendant son règne et avant son règne. Donc des lieux célèbres que l'on aurait cherché à reconstituer dans cette villa de Tibur. Et ces lieux sont tellement célèbres que l'auteur antique les cite, donne le nom, lycée, académie, Prytanée, Pessil, Canope, Tempé. Et ce texte est tout à fait intéressant parce qu'il a déterminé notre manière de comprendre la villa d'Adrien. Il a obligé tous ceux qui ont étudié ce site
à rechercher l'endroit où se situait le Pessil ou le Canope et à nommer ces lieux que l'on observe dans le site archéologique, nommer ces lieux en utilisant les termes fournis par le texte antique. Or, comme nous le verrons, ce que dit ce texte antique, même s'il est antique, tout cela est en grande partie faux. Néanmoins, on peut quand même partir de là pour essayer de visiter cette Villa Adriana. Et donc, je reprendrai cette phrase: « Il orna sa campagne de Tibur de constructions admirables ». Quelques constructions admirables que l'on va donc voir, que l'on va regarder. Alors, on va beaucoup regarder un plan dans cette petite exposé. Ici, vous avez une vue aérienne de la villa. L'entrée se trouve ici et le site se déploie donc vers le sud. Si vous êtes allé à la Villa Adriana, vous savez que le domaine est très vaste. Il s'étend sur 40 hectares. Aujourd'hui, on pense que dans l'Antiquité, il s'étendait sur 120 hectares. 40 hectares, c'est la superficie de la zone fouillée à Pompéi, hein, pour vous donner une idée. Donc la Villa Adriana est plus grande que la ville de Pompéi. Donc d'ici l'entrée dans le site, jusqu'à cet endroit qu'on appelle le Sérapéum du Canope. C'est le lieu le plus éloigné où se rendent les visiteurs. Eh bien, il y a, à vol d'oiseau, 1 kilomètre. Et donc, un lieu extrêmement vaste, au point que les visiteurs, généralement fatigués quand ils arrivent ici, ne poussent pas jusque-là, la partie la plus méridionale du site, par quoi nous allons en fait commencer notre promenade. Alors, autre problème et autre difficulté, si la vue aérienne nous donne une orientation nord-sud, en fait, les plans qui sont donnés pour la promenade dans la villa, ces plans sont orientés différemment. On met le nord à gauche, peut-être pour mieux disposer les différentes parties du plan sur la feuille de papier, peut-être. Mais enfin, cela ne facilite pas le repérage, évidemment, dans cet immense domaine. Donc, il faudra se souvenir que ce que l'on a en haut de l'image, c'est en fait l'est et le nord est à gauche. Alors, nous allons aller nous promener dans cette partie la plus éloignée du site, qui est là, sous mon image, qui est la terrasse de l'Académie. C'est le lieu le plus éloigné de l'entrée, c'est le lieu que les visiteurs ne visitent pas généralement parce que c'est trop loin, et c'est un lieu dans lequel il n'y a rien. C'est-à-dire que les fouilles n'ont pas été vraiment menées, pas complètement menées, et donc on a quelques morceaux de murailles antiques. Cette terrasse de l'Académie, on l'appelle comme ça parce que le mot académie figure dans le texte antique. On a cru la repérer, pouvoir la localiser là où vous voyez ces oliviers et ces pans de murailles. Il y a des pans de murailles, évidemment, mais les choses n'ont pas été fouillées complètement. On a donc du mal à imaginer ce que cela pouvait être. Si néanmoins on dessine quelques reconstitutions du site à partir des pans de murailles que l'on voit sur le site, et quand on écarte les oliviers, évidemment, on peut arriver à cette reconstitution, ce qui nous donne donc une sorte de bâtiment relativement vaste, avec un portique, avec un jardin, avec différentes parties dans le bâtiment, et là ça ne se voit pas sur la photo, et une très belle vue sur toute la région. Et donc certains ont estimé, depuis que l'on a commencé à travailler sur la Villa Adriana, certains ont estimé que c'était probablement là que l'empereur Adrien résidait, que c'était le lieu où il s'installait, que c'était le palais impérial dans la villa. Voilà comment on arrive à donner une attribution à des vestiges archéologiques sans qu'on ait la moindre garantie, la moindre certitude sur ce dont il s'agit. Donc, laissons la terrasse de l'Académie, ce qui ne nous dit rien, et allons vers des zones mieux connues, plus spectaculaires, plus importantes, notamment le vallon du Canope. Voilà, c'est cette petite vallée, une vallée qui est à la fois naturelle et artificielle, une vallée qui a été élargie pour y installer un bassin très long qui est orné de sculptures et d'une colonnade. Alors, sculptures et colonnades qui sont partiellement conservées. On n'est pas sûr qu'il y ait eu sur cette portion du bassin véritablement une colonnade. Il y a des racines de colonnes ici, donc on peut penser qu'il y avait une colonnade simple et même une colonnade double pour cette partie, et des statues qui ont été installées là, des statues qui sont des copies antiques des cariatides de l'Erechtheion d'Athènes, et éventuellement aussi des moulages en ciment de statues antiques. Moulages en ciment, donc des moulages modernes,
pour rappeler des statues qui ont peut-être existé dans l'Antiquité, ce n'est pas certain. En tout cas, il y a là un parti qui a été pris, parti de montrer des décorations, des statues qui ont peut-être existé sans qu'on ait de garantie absolue. Tout cela a été vertement critiqué par Marguerite Yourcenar, qui n'était pas une archéologue, hein, mais enfin qui, dans les Mémoires d'Adrien, un texte célèbre qu'elle a publié en 1951, s'est efforcé on pourrait dire, d'imaginer la psychologie de l'empereur, et il y a beaucoup de pages dans les Mémoires d'Adrien qui évoquent directement ou indirectement la villa de Tivoli, bien sûr. Alors donc, il y a dans ce que l'on voit dans le site de la Villa Adriana, il y a des choses qui ont été reconstituées, des colonnes qui ont été redressées, ça c'est assez courant, des choses qui ont été reconstituées, inventées parfois, et d'autres qui sont tout à fait authentiques, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a certains lieux, bien sûr, qui sont très visibles. Par exemple, celui-ci. Nous sommes sur les bords du Canop, c'est la partie la plus méridionale donc, du Canop. Il y a cette espèce de demi-coupole qui n'a pas été reconstruite, une demi-coupole donc que l'on appelle le Sérapéum, la zone, le lieu, le temple dédié à Sérapis. Un Sérapéum, donc, avec des constructions annexes, des colonnes aussi qui ont été dressées. Et bien sûr, on s'interroge un petit peu sur l'affectation, sur l'attribution, on pourrait dire, de ce Sérapéum. À quoi servait-il? Qu'est-ce que l'on y faisait? On a pensé, j'en reparlerai tout à l'heure, qu'il s'agissait d'un temple à Sérapis, peut-être d'un temple à Antinoüs, peut-être d'une salle à manger, puisqu'il y a apparemment des lits de banquet qui ont été installés là. Et donc, on hésite beaucoup sur l'interprétation que l'on doit donner à ce bâtiment qui n'a pas disparu au sens où on n'a pas été obligé de fouiller le sol pour le retrouver, parce qu'il était bien construit. Voilà, par exemple, une gravure de Piranèse qui nous montre l'état dans lequel se trouvait ce Sérapéum au XVIIIe siècle. On voit bien qu'on n'a pas reconstitué la demi-voûte. La demi-voûte évoque évidemment les grands travaux architecturaux qu'Adrien a menés durant son règne. Il ne faut pas oublier qu'Adrien est j'allais dire le constructeur. Bon, c'est pas lui qui a mis la main à la pâte concrètement, mais enfin, c'est lui qui a fait construire en tout cas le Panthéon de Rome. La plus grande coupole du monde encore aujourd'hui, eh bien, date de l'époque d'Adrien, et il y a beaucoup de coupoles, de demi-coupoles dans la villa de Tivoli. Alors, autre espace intéressant, là c'est facile d'interpréter ce que sont les termes, les espaces intéressants que l'on voit sur ce dessin de cette reconstitution, cette restitution plus exactement de la villa faite par Jean-Claude Golvin, dont j'ai déjà parlé souvent. On voit ici donc l'emplacement des thermes. Vous avez ici l'extrémité du Canop, on vient de cette région, hein, c'est là qu'il y a les moulages en ciment, et ici donc les thermes, les petits thermes et les grands thermes. Donc, facile de retrouver, d'identifier des termes par les bassins, par les systèmes de chauffage. Enfin, tout ça ne pose pas de problème d'interprétation. D'autres lieux posent des problèmes d'interprétation, ceux-là n'en posent pas. Alors, restons un instant sur les termes quand même, pour montrer les vestiges de ces termes, des termes qui étaient couverts de voûtes, de demi-coupoles, et qui se sont en partie conservés jusqu'à nos jours. Hein. La construction a été faite de manière soignée et sans entretien pendant 15 ou 16 siècles, ces fragments de bâtiments se sont conservés. Se sont conservés aussi, nous en parlerons, des portions du pavement. Hein, vous avez là ce qu'on appelle un opus sectilé qui vient des thermes. Alors, la photo à gauche montre un vestige des grands thermes et cet opus sectilé vient des petits thermes. C'est le complexe du Pessil. Pessil, c'est un mot grec, en fait, qui est passé en latin puis en français. Le mot grec, c'est poikilé, stoa poikilé. C'est un bâtiment qui se trouvait sur l'agora d'Athènes, et c'était une stoa. Stoa, c'est une galerie, c'est une colonnade. C'est un portique, comme on peut dire aussi. Donc, il y a plusieurs portiques, plusieurs colonnades sur l'agora d'Athènes. Il y en a une qui a été donnée, qui a été financée par le roi de Pergame, Attal III, et donc on l'appelle, ce portique, on l'appelle le portique du roi, Stoa Basiliké. Et un autre avait été installé, un autre portique avait été installé, une autre colonnade avait été installée, et l'on y avait déposé, on avait fixé sur les parois des tableaux. C'est la Stoa Poikilé, c'est-à-dire la colonnade aux peintures.
Donc un lieu fort agréable sur l'agora d'Athènes. C'est là que, vers 300 avant Jésus-Christ, le philosophe Zénon de Citium avait pris l'habitude de donner son enseignement de philosophie. Philosophie sous le portique, hein, c'est la philosophie stoïcienne. Eh bien, ce bâtiment que l'on voit à Tivoli, on l'a appelé le Pécile, donc réminiscence de la Stoa Poikile d'Athènes, parce que le texte de l'Histoire Auguste du IVe siècle nous dit qu'il y avait un lieu nommé Pécile dans la villa d'Adrien, et donc on a pensé que ça pouvait être cela, vu les colonnades ou les fragments de colonnades qui restent. Notez la taille quand même du bâtiment. Hein. Ce bâtiment, c'est le plus grand de toute la villa. Il mesure 235 mètres de long sur 110 mètres de large. Et on a dû ici faire des travaux de consolidation et de terrassement considérables pour rattraper les différences de niveau qui peuvent exister. On n'est pas dans la montagne, on est sur les premières pentes des monts Tiburtins, donc il peut y avoir des petites différences de niveau. Tout ça a dû être corrigé, aplani, il a fallu s'y adapter. Et donc des travaux de génie civil importants ont dû être menés. Alors, quelle était la signification et l'utilisation de ce pécile? Donc d'abord, c'est un très grand bassin au centre et la colonnade installée autour du bassin. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? L'interprétation qui est donnée aujourd'hui est qu'il s'agissait d'un cirque, c'est-à-dire un hippodrome. Une course de chars, donc, tournant autour du bassin, de même que dans le cirque, les chars tournent autour de cette construction centrale qu'on appelle la spina. Ici, donc, un bassin à la place de la spina. Alors, voilà, c'est une interprétation possible. On n'a pas d'indication précise pour trouver une autre interprétation. Est-il possible que la spina ait été remplacée dans un cirque par un bassin? Ben, apparemment, c'est le cas à Tivoli, mais c'était le cas aussi à Lyon, à Lugdunum. La mosaïque des jeux du cirque que l'on trouve au musée de la civilisation gallo-romaine nous montre bien ici un bassin tenant lieu de spina, et c'est autour de ce bassin que les chars tournent donc pour la course, tournent dans le sens contraire à celui d'une montre, hein, pour la course. Donc l'hypothèse que le Pécile soit un hippodrome n'est pas, ou un cirque, donc n'est pas, hippodrome c'est le terme grec et cirque le terme latin, c'est une hypothèse qui est concevable, mais on n'a pas d'indication précise. Alors, un autre domaine, un autre quartier de la villa intéressant aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler le complexe nord-est. Vous voyez ici, dans la partie de la villa que j'ai cerclée par donc un cercle rouge, on trouve différents bâtiments. Nous promenait dans ce secteur-là tout à l'heure, et différents bâtiments comme celui-ci, par exemple. Bon, on l'appelle Hospitalia, donc l'endroit où l'on va recevoir des invités. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment dans lequel il y a visiblement des pièces, peut-être des chambres, des appartements. C'est un bâtiment, en tout cas, qui est pavé d'une mosaïque noir et blanc, une mosaïque assez sommaire, enfin pas très fine, mais une mosaïque quand même qui s'étend sur toute la surface du bâtiment. Donc, les bâtiments sont en ruine. Les ruines, parfois, se sont assez bien conservées, comme par exemple le Sérapéum qu'on a vu tout à l'heure. Elles se sont parfois mal conservées, comme par exemple l'Hospitalia. Il reste les racines des murs. Les sols se sont souvent bien conservés aussi. Les sols en mosaïque sont souvent bien conservés. Et on va voir que les archéologues d'aujourd'hui s'appuient sur les sols pour échafauder des hypothèses d'attribution des bâtiments. Alors, un autre quartier intéressant, très, très célèbre là, et très spectaculaire, c'est celui qu'on appelle la salle des philosophes. Alors, la salle des philosophes, vous voyez, une demi-coupole, il y en a plusieurs à Tivoli, une demi-coupole, des murs qui sont, bon, quand même, conservés en grande partie, un sol qui n'est pas conservé, celui-là, et puis des espèces de niches dans la demi-coupole. Bon, salle des philosophes, c'est une hypothèse qui avait été forgée au XVIIIe siècle. C'est là que les philosophes venaient réfléchir aux destinées du monde et donner un enseignement. Comme si la Villa Adriana était un lieu où on donnait un enseignement, où on réfléchissait aux destinées du monde. Peut-être, mais on n'en sait absolument rien. En tout cas, ce lieu s'appelle conventionnellement Salle des philosophes. Et puis, à proximité, nous avons le lieu le plus célèbre avec le canop de la Villa Adriana, c'est le théâtre maritime. Alors, le théâtre maritime, c'est une sorte d'île artificielle qui a été aménagée, donc entourée par un petit bassin et avec des ponts sur ce petit bassin, ce qui permet d'isoler l'île artificielle qui a été bâtie.
On peut penser que c'est une sorte de demeure privée dans la demeure que constitue la Villa Adriana. Peut-être. En tout cas, c'est un bâtiment dont il reste des fragments importants. Un bâtiment, vous voyez, de forme circulaire, c'est quasiment le seul qu'il y ait dans la Villa Adriana. Un bâtiment de forme circulaire entouré d'une colonnade et le petit ruisseau dont je parlais, c'est pas un ruisseau, c'est un bassin artificiel qui permet d'isoler cette île dans laquelle il y a des salles, de petites thermes et toute une série de colonnes aussi qui permettent donc de constituer un environnement plaisant peut-être pour celui qui pouvait y avoir accès. Voilà donc les vestiges du théâtre maritime. Théâtre maritime, c'est une expression évidemment conventionnelle, mais rien ne permet de penser qu'il y ait quoi que ce soit à voir avec la mer. C'est un bassin artificiel, puis on est loin de la mer de toute façon, et rien ne permet de penser qu'il y ait un théâtre, hein, bien sûr que non. En tout cas, c'est l'expression traditionnelle. On peut repérer aussi dans la villa des édifices isolés, il y en a quelques-uns, j'en ai choisi un, celui-ci, donc un bâtiment circulaire, c'est le deuxième de la villa, un bâtiment d'ordre dorique et qui peut-être pouvait contenir une statue de la déesse Vénus. Peut-être la statue de la déesse Vénus qui vient de la Villa Adriana se situait-elle là, c'est possible. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a pris l'habitude de nommer ce bâtiment Temple de Vénus. Alors voilà donc une vue générale de la Villa Adriana, et on va reprendre tout ça pour essayer de mieux comprendre ce que l'on a pu voir. Alors, je reste sur ce dessin donc de restitution de Jean-Claude Golvin, une vue générale de la Villa Adriana. Donc, on peut pointer les lieux qu'on a vus. Ici, le canal du Canop, là, les thermes. On a vu le théâtre maritime qui est ici. On a vu les Hospitalia, donc qui sont là. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Le Pessil, oui, qui est ici. Donc, oui, on se promenait un petit peu dans les différentes sections de la villa. Et donc, qu'est-ce que l'on peut dire de ce bâtiment? Le règne d'Adrien s'étend donc de 117 à 138 après Jésus-Christ. Tout permet de penser que les travaux ont commencé en 118. Comment peut-on savoir ça? Eh bien, on peut savoir ça en examinant les briques. Les briques ont été fabriquées dans l'Antiquité, elles ont été moulées, et il est fréquent à l'époque que les fabricants de briques impriment dans la brique crue un petit symbole, donc une sorte de marque de fabrique au fond, dans la brique. C'est assez courant de voir ça. Des études ont été faites sur ces symboles, on a établi des listes, des séries, on a pu établir une chronologie des symboles, distinguer des ateliers de briquetiers et donc dater les briques, à peu près, parfois très précisément. Et là, donc, les briques les plus anciennes remontent à 118 après Jésus-Christ, c'est-à-dire les tout débuts du règne d'Adrien. Et les tout derniers bâtiments qui ont pu être construits datent de la fin du règne. Donc, la construction de la villa s'est étendue sur l'ensemble du règne, c'est-à-dire les décennies 120 et 130 après Jésus-Christ. Alors, peut-être qu'en étudiant finement la chronologie des briques, on pourrait distinguer des phases de construction. Les spécialistes font cela, je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, la villa a donc été utilisée à l'époque d'Adrien. Elle a été utilisée après 138 par les successeurs d'Adrien, les successeurs de la dynastie des Antonins, qui ont fréquenté la villa. Pour la dynastie qui a suivi, les Sévères, il y a aussi des preuves de la fréquentation par l'empereur régnant. On a par exemple un buste de l'empereur Caracalla qui a été trouvé sur le site de la Villa Adriana. Et puis ensuite, il semblerait que la villa soit petit à petit délaissée, négligée, à l'époque des guerres gothiques, c'est-à-dire à l'époque de l'expédition de Justinien pour récupérer le contrôle sur la péninsule italienne. On sait que on a pu montrer que la villa d'Adrien avait été occupée à la fois, enfin successivement, mais à la fois par les troupes au service de l'empereur byzantin, donc les troupes de Bélisaire, et les troupes contre lesquelles combattaient les troupes byzantines, donc les troupes de Totila. La villa d'Adrien a été apparemment un lieu de confrontation, un lieu disputé entre les parties prenantes à ces guerres donc, du 6e, du 7e siècle après Jésus-Christ. Et puis par la suite, donc, le lieu est abandonné, le lieu tombe en ruine, le nom que nous ne connaissons pas, le nom antique sort de l'usage, donc on le perd complètement, et lorsque l'on recommencera à parler de ce lieu, eh bien, on l'appellera du nom de la ville voisine.
la vieille Tibure, comme ça que l'on appelle le lieu, donc à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire à une époque où l'on commence à s'intéresser à ce qu'il y a là. Et comme vous avez vu, il y a des morceaux de bâtiments qui sont toujours visibles, en fait, hein. On commence à s'intéresser à cela, notamment parce que l'on peut penser que l'on va pouvoir récupérer sur place des matériaux. Quand on se promène dans la ville de Tivoli aujourd'hui, on repère très souvent des fragments de colonnes, des bas-reliefs qui ont été réutilisés pour construire des bâtiments, et tout cela vient de la villa d'Adrien, certainement. Euh, et à la fin du XVe siècle, donc à la Quattrocento italien, à la fin du XVe siècle, on commence à s'intéresser à la villa d'Adrien pour ce qu'elle est, et pas simplement comme réserve de matériaux. On a par exemple le Papy II qui règne dans les années 1460, et qui a écrit des commentaires qui sont très, très intéressants à lire. Bien, Pie II visite, quand il est pape, il visite la villa d'Adrien, il décrit le site. Et donc, le site acquiert une certaine célébrité grâce à cette visite pontificale. Des fouilles commencent à être entreprises aussi, donc à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, fouilles surtout pour y trouver, non pas des matériaux de récupération, mais pour y trouver des matériaux précieux, des marbres précieux, ou bien alors éventuellement des œuvres d'art. Et quand on arrive au XVIe siècle, c'est à ce moment-là que l'on commence à considérer la Villa Adriana comme un lieu où il y a des œuvres d'art que l'on va pouvoir trouver. Donc cela renforce l'intérêt que l'on peut avoir pour le site. C'est l'époque, la deuxième moitié du XVIe siècle par exemple, c'est l'époque du cardinal Hippolyte d'Este. Hippolyte d'Este, à la fin du XVIe siècle, est le gouverneur de Tivoli. C'est lui qui fait construire la villa d'Este. Et donc, il s'intéresse à la villa Adriana. Et il s'intéresse à la fois à la villa Adriana pour y récupérer des matériaux, peut-être, mais il s'intéresse à la villa Adriana comme un exemple de construction, un exemple d'architecture, un exemple de l'art des jardins, exemple qui va influencer ses propres réalisations, donc dans ce que nous appelons aujourd'hui la Villa d'Este. Donc le cardinal est intéressé par cela, et son architecte, Piero di Gorio, est intéressé évidemment par cela aussi. Alors par la suite, au XVIIe et au XVIIIe siècle, le site de la Villa Adriana devient de plus en plus célèbre, de plus en plus réputé. On y trouve de plus en plus d'œuvres d'art, et ces œuvres d'art finissent par être recherchées, finissent par être achetées, par être vendues et par être dispersées un petit peu partout en Europe. On trouve des objets venant de la Villa Adriana donc dans tous les grands musées européens, que ce soit à Madrid, à Londres, à Paris, bien sûr en Italie. Donc toutes ces œuvres qui viennent de la Villa Adriana. Et le lieu qui a toujours été propriété privée, hein, différents propriétaires éventuellement, le lieu finit par être acheté par l'État italien, par la famille royale en réalité, à la fin du XIXe siècle, et c'est aujourd'hui un lieu public, un bâtiment, donc une installation d'État, mais on n'a pas entrepris, à la Villa Adriana, on n'a pas entrepris de grandes fouilles scientifiques, de grandes fouilles stratigraphiques, de grandes fouilles modernes, si l'on peut dire. Ce qui s'est fait à la Villa Adriana, c'est soit des petites fouilles sur de petites surfaces précises et très documentées, soit la chasse au trésor. La chasse au trésor, c'est-à-dire des œuvres d'art que l'on va s'efforcer de trouver. Donc plutôt la chasse au trésor autrefois et les fouilles limitées aujourd'hui, mais pas de grands programmes complets d'investigation dans ce domaine de la Villa Adriana. Donc, il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Notre connaissance est très fragmentaire. On ne sait rien, par exemple, de l'histoire de la villa entre, disons, le IVe siècle et le XVe siècle. On ne sait presque rien. L'identification, l'interprétation des différents bâtiments, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redirai, savoir ce que c'était exactement que tel bâtiment, sauf quand il s'agit des termes, c'est quelque chose qui est très difficile. Donc beaucoup d'hypothèses ont été établies qui sont plus ou moins fondées. Et d'autre part, pour les œuvres d'art, la plupart du temps, nous ne savons pas d'où exactement provenaient les statues ou les mosaïques. Nous savons que des statues, des mosaïques viennent de la Villa d'Adrien, mais de quel endroit précis? Ça, nous ne le savons pas, ou pas vraiment. Et donc, beaucoup d'incertitudes existent dans ce domaine. On en sait beaucoup plus, si vous voulez, sur d'autres sites archéologiques italiens que sur la Villa Adriana. Alors, deuxième point dans le raisonnement, eh bien, j'ai évoqué les œuvres d'art, je vais continuer.
la Villa Adriana a été, au fil du temps, une véritable mine d'œuvres d'art. Et on y a trouvé, par exemple, des statues. Je vais donc présenter quelques exemples de ces statues. Il y en a vraiment beaucoup, donc j'en ai choisi 3. Et puis, on y a trouvé des mosaïques, là aussi beaucoup, j'en ai choisi 4. Alors, premier exemple, cette statue que l'on appelle l'Héraclès Lansdowne, qui a été découverte donc, à la fin du XVIIIe siècle. On ne sait pas exactement où, dans la Villa Adriana. C'est une statue qui représente le héros Héraclès. Alors, comment le sait-on? Bien, il y a une massue qui est là. La massue est l'attribut caractéristique d'Héraclès. Et l'on voit ici la peau du lion de Némée, le lion de Némée qui a été tué par Héraclès lors de l'un de ses fameux 12 travaux. Et donc, c'est le type classique du héros Héraclès qui est représenté ici. Cette statue est en marbre. Comme beaucoup de statues en marbre trouvées en Italie, il est vraisemblable que c'est une statue inspirée, voire copiée, d'un original en bronze, donc grec. Et les spécialistes estiment que l'on peut rapprocher cet Héraclès Lansdowne d'une sculpture de Scopas. Scopas, c'est le grand sculpteur donc, grec vivant au début du IVe siècle, avant Jésus-Christ, 400 donc. Et c'est probablement donc un original de Scopas qui a été soit copié, soit imité par le sculpteur de cette statue. Ce n'est pas forcément une copie exacte, mais c'est quelque chose qui s'est inspiré donc, du canon établi par Scopas. En tout cas, c'est une statue de très grande taille, elle est, on peut dire, plus grande que nature, elle mesure 1,95 m de haut. Et cette statue s'appelle Héraclès Lansdowne. Pourquoi? Quand elle a été trouvée, donc à la fin du XVIIIe siècle, elle a fait partie des découvertes de la Villa Adriana, découvertes qui ont été proposées à qui voulait bien acheter les objets découverts sur le site. Et donc, il y a des marchands d'art, on pourrait dire, hein, Gavin Hamilton par exemple. Et donc, celui-ci, qui a si je puis dire, de la marchandise à vendre, va chercher des acheteurs. Et l'acheteur, c'est un personnage qui s'appelle William Fitzmaurice, premier marquis de Lansdowne, qui donc achète la statue. Donc la famille Lansdowne en est propriétaire et expose cette statue dans sa résidence en Angleterre dans le courant du XIXe siècle. Au milieu du XXe siècle, la statue est vendue à Paul Getty, donc le milliardaire américain. C'est ce qui explique qu'on la voit aujourd'hui en Californie. Donc voilà un exemple caractéristique du parcours d'une œuvre venue de la Villa Adriana et qui a fini par se retrouver dans un musée américain. Alors, même chose pour l'Aphrodite accroupie. L'Aphrodite accroupie est une œuvre qui est fragmentaire, on voit qu'il lui manque un certain nombre de morceaux, si l'on peut dire, mais cette statue, on sait qu'elle a été trouvée dans les Grands Thermes, dans le frigidarium des Grands Thermes, et elle représente une Aphrodite accroupie. Alors, on peut dire Aphrodite parce que l'on peut penser qu'il s'agit, comme pour l'Héraclès Lansdowne, d'une copie ou d'une imitation d'une statue grecque. Sinon, on peut dire une Vénus aussi, hein. Alors, dans le domaine des statues d'Aphrodite, Vénus, il y a une référence qui est Praxitèle. Praxitèle est le premier sculpteur à avoir représenté le corps d'une femme nue. C'est ce qu'on appelle l'Aphrodite de Cnide. L'Aphrodite de Cnide, c'est une personne, c'est une femme debout, qui adopte diverses attitudes, mais debout. Et cette Aphrodite de Cnide, eh bien, ce n'est pas ce que nous voyons là, puisque là, nous avons une Vénus accroupie, une Aphrodite accroupie. Donc, on sait qu'un autre sculpteur que Praxitèle, qui vivait non pas au IVe siècle comme Praxitèle, mais au IIIe siècle, qui s'appelait Doigt d'Alsace de Bithynie, avait élaboré un autre type de représentation d'Aphrodite, l'Aphrodite accroupie en train de recevoir de l'eau, prenant un bain, si vous voulez, recevoir de l'eau sur la tête et sur le corps, d'où sa position. Et ce type de la Vénus accroupie a été représenté très souvent. On a plusieurs exemples d'Aphrodite accroupie dans différents sites archéologiques et dans différents musées. Par exemple, au musée du Louvre à Paris, une Aphrodite accroupie ressemblant à celle-là, que l'on appelle en France la Vénus de Vienne. Elle vient de Vienne, donc au sud du pays. Alors, l'Héraclès Lansdowne, l'Aphrodite accroupie, vous voyez qu'elle est présentée au Palazzo Massimo, donc musée d'État italien, hein, donc près de la gare Termini. Une autre sculpture venant de
la Villa Adriana, c'est ce qu'on appelle la Niobide Chiaramonti, qui elle est présentée dans l'un des musées du Vatican. Donc acquisition pontificale. Alors en l'occurrence, la statue a été achetée par le pape Pie VII au début du XIXe siècle. Pie VII, dont le nom de famille était Chiaramonti, le nom de Niobide Chiaramonti. Cette statue figure dans les musées du Vatican. Elle a été déplacée dans différentes parties des musées du Vatican parce que la structure des musées pontificaux a varié au fil du temps et elle est installée là où elle est aujourd'hui depuis la fin des années 50, c'est-à-dire depuis l'époque du pape Jean XXIII. C'est une niobide. Alors qu'est-ce que c'est qu'une niobide? Une niobide, c'est une fille de Niobé, et Niobé est une héroïne de la mythologie grecque, fille de Tantale. Alors, la particularité de Niobé, c'est qu'elle était présomptueuse, orgueilleuse, et elle a donc un jour affirmé qu'elle l'avait emporté sur la déesse Lato, qui n'avait eu que 2 enfants, alors que elle, Niobé, en avait eu 12. Alors, 12, c'est mieux que 2, du coup, Niobé s'affirmait comme meilleure et plus significative, disons, que Lato. Le problème, c'est que Lato, qui n'a eu que 2 enfants, a eu comme enfants Apollon et Artémis. Et donc, Apollon et Artémis, outrés que leur mère ait été ainsi insultée, en quelque sorte, ont décidé de la venger en criblant de flèches les enfants de Niobé. Les 12 enfants de Niobé, criblés de flèches. Et donc, les Niobides criblés de flèches ou les Niobides fuyant le danger, c'est ce qu'on voit là en fait. Les Niobides fuyant le danger, c'est un terme absolument classique dans l'iconographie antique, de la peinture probablement, mais on n'a pas beaucoup de témoignages de la peinture antique, en tout cas de la sculpture antique. Et ici, on a donc une Niobide fuyant le danger, fuyant les flèches d'Artémis ou les flèches d'Apollon. C'est une statue qui a probablement été réalisée peut-être au IIe, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On sait que les grands sculpteurs, dont j'ai cité les noms tout à l'heure, Praxitèle et Scopas, avaient élaboré quelques types précis de représentation des Niobides. Alors, est-ce que là, il s'agit d'un original grec? Est-ce qu'il s'agit d'une copie? C'est assez difficile de le dire. En tout cas, c'est un très beau morceau de sculpture qui est présenté dans les musées du Vatican et qui donc provient de la Villa Adriana. On ne sait pas exactement d'où. Alors, des statues ou des mosaïques. La plus célèbre des mosaïques antiques vient de la Villa d'Adrien. Cette mosaïque, c'est donc la mosaïque aux colombes, qui est présentée au musée du Capitole et qui est un vrai chef-d'œuvre, évidemment, de l'art de la mosaïque. C'est une mosaïque qui a été découverte au milieu du XVIIIe siècle dans le Sérapéum de la Villa d'Adrien, on sait d'où elle vient. C'est une mosaïque qui est appelée mosaïque aux colombes, parce qu'elle représente des colombes, aux colombes de Pline, parce qu'il y a un texte de Pline l'Ancien, au chapitre 36 de l'Histoire naturelle, qui nous décrit, donc le texte de Pline, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, nous décrit une mosaïque qui a été réalisée par un artiste dont Pline donne le nom, Sosos de Pergame, une mosaïque réalisée au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc longtemps avant Pline, mais Pline vit avant la construction de la Villa Adriana. Alors, Pline nous dit que cette mosaïque nous montre une colombe prodigieuse qui boit et obscurcit l'eau de l'ombre de sa tête, tandis que d'autres prennent le soleil et se grattent au bord d'un canthare. Canthare, ce grand vase que l'on voit là. Donc, la description de Pline, qui fait l'éloge d'une mosaïque de Sosos de Pergame du IIe siècle avant Jésus-Christ, la description de Pline s'applique assez bien à cette mosaïque-là. Est-ce que c'est celle que Pline a vue? C'est possible, sachant que la chronologie est quand même assez précise. La Villa d'Adrien date du IIe siècle après Jésus-Christ, Pline écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, et la mosaïque de Sosos de Pergame date du IIe siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que l'on peut concevoir de déplacer des mosaïques? La réponse est oui, ça s'est fait souvent, ne serait-ce que là, par exemple, cette mosaïque qui était à la Villa d'Adrien se trouve maintenant au musée du Capitole. Donc c'est peut-être un original de Sosos de Pergame du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que d'une part, c'est une mosaïque d'une très grande finesse, j'en reparlerai. Les petits morceaux qui constituent la mosaïque, qu'on appelle des tesselles, sont de toute petite taille. On a calculé qu'il y a 160 tesselles par centimètre carré.
Et donc, faites le compte de la superficie moyenne d'une tesselle, vous verrez que c'est très, très petit. Donc, une mosaïque d'une grande finesse qui représente un thème très populaire dans l'Antiquité, qu'on trouve très souvent dans la mosaïque, ou même parfois dans la sculpture, ou dans la peinture, même, hein, dans les fresques. Thème très populaire, et donc une représentation très, très connue, très célèbre, qui se trouvait, on le sait, dans le Sérapéum de la villa d'Adrien. Une autre mosaïque très importante aussi, on sait qu'elle vient, celle-là, d'une partie de la villa qu'on appelle le palais impérial, j'en parlerai tout à l'heure, c'est la mosaïque aux centaures, alors des centaures précisément en train de combattre contre des fauves, et elle aussi est une mosaïque très fine, très, très, très grande qualité, de belles couleurs, enfin c'est un chef-d'œuvre de l'art de la mosaïque. Alors de quand date-t-elle cette mosaïque? C'est difficile de le dire, mais on pourrait dire le thème du combat des centaures, c'est un thème très ancien, donc dans l'univers grec et romain. Mais ici, on a affaire à une représentation, on pourrait dire presque réaliste des centaures, une sorte d'humanisation des traits du personnage, une sorte de sensibilité aussi pour les centaures blessés. Et ça, c'est quand même plutôt caractéristique de l'approche romaine du thème des centaures. On a par exemple des textes de Lucien ou d'Ovide qui nous décrivent la mort d'un couple de centaures, par exemple, une description très sensible et très émue de la mort d'un couple de centaures. C'est ce que les auteurs grecs ne faisaient pas, n'approchaient pas le thème des centaures de cette façon. Donc, une très belle mosaïque, de belles factures, probablement pas aussi ancienne que peut-être la mosaïque aux colombes. Et puis, d'autres mosaïques peuvent être... alors, cette mosaïque des centaures se trouve dans les collections des musées de Berlin. D'autres mosaïques peuvent être observées dans les collections des musées du Vatican, au musée Pio Clementino. On en a installé par exemple ici, vous voyez, sur le sol de ce cabinet des masques. Alors cabinet des masques parce que précisément les mosaïques montrent des masques de théâtre. Alors vous avez ici un masque qui évoque le dieu Apollon, hein, qui est représenté par exemple par le carquois et les flèches. Vous avez là un masque qui évoque le dieu Dionysos, puisqu'on voit le canthare, le vase à boire, qui est un attribut de Dionysos généralement, et le thyrse, le bâton avec la pomme de pin. Et puis ici, une mosaïque qui montre plusieurs masques de théâtre. Donc, c'est la mosaïque des masques de théâtre. Et pour compléter le carré, ceux qui ont installé les mosaïques dans la salle du Vatican en ont ajouté une quatrième qui représente une scène bucolique, des animaux qui paissent au bord d'une rivière avec peut-être un berger ou une divinité agreste, qui est donc ajoutée pour obtenir un carré alors que l'on ne disposait que de 3 mosaïques au masque. Ce qui veut dire que très probablement, le remplage de feuillage qu'il y a autour, c'est une décoration récente, alors que les mosaïques sont antiques. Au musée du Vatican, donc. Une autre mosaïque peut être observée dans le palais du Quirinal, dans l'une des salles du palais du Quirinal. Alors, le palais du Quirinal, c'est un lieu intéressant, hein, c'est le plus grand palais d'Europe. Il a longtemps été la résidence des papes au XVIIe et au XVIIIe siècle, surtout. Et puis, après l'unification italienne, il est devenu la résidence royale à Rome, et il est aujourd'hui, comme vous savez, la résidence du président de la République italienne. Et donc, dans ce palais pontifical, puis royal, puis présidentiel, il y avait une grande galerie qui a été subdivisée donc une grande galerie à l'époque de la construction du bâtiment, donc au XVIIe siècle, qui a été subdivisée à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, en 3 salles, et chaque salle est ornée de mosaïques représentant des canards. Vous avez là une photographie qui n'est pas très bonne de ces mosaïques représentant divers volatiles et notamment des canards. Ces mosaïques, puisqu'il y en a plusieurs, viennent de la Villa Adriana. Autre exemple d'œuvre que l'on a trouvé à la Villa d'Adrien, des œuvres égyptiennes ou plus précisément des œuvres ressemblant à des œuvres égyptiennes, des œuvres égyptisantes. Et là, il faut s'intéresser au Sérapéum du Canop. On a vu tout à l'heure cette demi-voûte, hein, cette voûte hémisphérique qui s'est conservée depuis l'Antiquité, qui est l'une des parties les mieux conservées de l'ensemble de la villa. Et au musée grégorien égyptien, au Vatican, on trouve une proposition de reconstitution du décor du Canop, le décor du Sérapéum,
reconstitution proposée par le directeur des musées du Vatican dans les années 80. C'est un archéologue français qui s'appelait Grenier. Et donc, il a proposé ça comme reconstitution du décor. C'est-à-dire, il y a le Sérapéum du Canop, le bâtiment s'est conservé, il y a des statues qui viennent de là, hein, et comment étaient-elles disposées? On propose ce genre de reconstitution avec une insistance mise sur un personnage qui est représenté ici en pharaon et qui est Antinoüs. Antinoüs est un personnage qui a existé, c'était un favori, on pourrait dire un compagnon de l'empereur Adrien, et après la mort d'Antinoüs, Adrien a voué une sorte de culte à ce compagnon défunt, au point que le thème d'Antinoüs est devenu un thème absolument répandu, absolument classique, si l'on peut dire, au IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, dans la Villa Adriana, il y a beaucoup de représentations d'Antinoüs qui ont ensuite été dispersées dans différents musées. Alors, Jean-Claude Grenier estimait dans les années 80 que le Sérapéum du Canop, vu le grand nombre de statues d'Antinoüs ou d'effigies d'Antinoüs, devait probablement être un lieu lié à Antinoüs, peut-être même le tombeau d'Antinoüs, ou en tout cas un cénotaphe, hein, quelque chose. Et c'est aujourd'hui une conception que l'on n'a plus parce que l'on a découvert, en fait, il y a quand même quelques fouilles dans la vieille Adrien, on a découvert un lieu qui n'est pas spectaculaire, comme vous le voyez, mais un lieu dont il y a de bonnes raisons de penser qu'il était, en fait, pas exactement le tombeau, parce que le corps d'Antinoüs s'est noyé dans le Nil en Égypte, hein, et le corps d'Antinoüs n'avait sans doute pas été rapporté à Rome, mais un lieu, en tout cas, dédié au souvenir d'Antinoüs, une sorte de cénotaphe, de mausolée, enfin, c'est probablement là, ce qu'on appelle l'Antinoéion aujourd'hui, découverte relativement récente, depuis une vingtaine d'années, et on peut penser que les statues d'Antinoüs venant du Canop et du Sérapéum venaient plus probablement de ce lieu-là, hein, que de ce que je viens de dire. Donc la reconstitution du Sérapéum dans les musées du Vatican, bien qu'elle soit relativement récente, elle date des années 80, est datée aujourd'hui, elle est un petit peu obsolète, si l'on peut dire aujourd'hui. Bref, si on considère que ce lieu était le mausolée d'Antinoüs, alors c'est là que se trouvait un objet très caractéristique, objet égyptien, venant de la villa d'Adrien et couvert de hiéroglyphes, c'est un obélisque. Alors c'est un obélisque réalisé en Égypte, c'est un obélisque transporté à Rome, c'est une douzaine d'obélisques à Rome, hein, 13 exactement, et donc la plupart de ces obélisques sont relativement anciens et les inscriptions évoquent des pharaons relativement anciens. L'obélisque de la Piazza del Popolo, par exemple, évoque Ramsès II, hein, donc 13e siècle avant Jésus-Christ. Ici, c'est un obélisque de l'époque d'Adrien. Les hiéroglyphes ont été gravés à l'époque d'Adrien parce qu'ils racontent, ces hiéroglyphes, en fait, les mérites d'Adrien et d'Antinoüs, justement. Le problème, c'est qu'au IIe siècle après Jésus-Christ, à l'époque d'Adrien, le système hiéroglyphique est de moins en moins utilisé, de moins en moins connu, vous savez qu'il finit par être abandonné à cette époque. Et donc, les spécialistes de la lecture des hiéroglyphes estiment que ces hiéroglyphes ressemblent à des hiéroglyphes sans en être vraiment. Ou plutôt, les graveurs étaient probablement des Romains maîtrisant mal le système des hiéroglyphes et donc reproduisant les dessins sans savoir exactement ce qu'ils signifiaient vraiment. Donc, il y a des erreurs, des choses qui ne sont pas normales. Enfin, on a quand même pu, c'est quand même une inscription ayant un sens, on a quand même pu comprendre la signification de l'inscription, qui est donc à la gloire d'Antinoüs. L'inscription nous dit Ô Antinoüs, toi, le dieu qui repose là, dans ce tombeau, situé dans le domaine rural du seigneur de Rome. Donc, un obélisque à la Villa d'Adrien, le domaine du seigneur de Rome. Le traducteur de l'inscription a dit domaine rural, il faut entendre villa en fait, hein. Le domaine donc, du seigneur de Rome, et on emploie le mot tombeau, plutôt cénotaphe, tombeau vide, hein, que tombeau à proprement parler. En tout cas, cet obélisque a été transporté au IIIe siècle, il date du IIe siècle,
Au IIIe siècle, le culte d'Antinous est un petit peu perdu, et donc il a été transporté à l'époque de l'empereur Heliogabalus, et transporté à Rome dans un cirque, le cirque qui se trouvait près de la porte majeure, et donc pour orner la spina du cirque, et c'est là qu'il a été retrouvé au XVIe siècle. On l'a déplacé dans différents endroits de Rome, et il a fini par être installé là où il est aujourd'hui, dans le parc du Pincio, en 1822, donc à la fin du règne du pape Pie VII. Et depuis, il n'a pas bougé. Alors, donc, statue égyptienne, les statues d'Antinous, on en a parlé, on va en reparler, l'obélisque du Pincio, statue égyptienne aussi, les télamones. Ces statues portent le nom technique de télamone. Le télamone, c'est comme un atlante. L'atlante, c'est comme une cariatide. La cariatide, c'est la statue-colonne représentant une femme. L'atlante, c'est une statue-colonne représentant un homme. Et le télamone, c'est une variante de la statue-colonne représentant un homme. Bon. En tout cas, voilà ce qu'est un télamone en granit rouge, donc présent dans la villa d'Adrien et transporté au Vatican pour orner la porte qui permet de passer dans la salle ronde, la salle rotonda des musées du Vatican. Alors, ces statues sont très impressionnantes, sont tout à fait spectaculaires, hein, elles sont plus grandes que nature, environ 3 mètres de haut. Il y en a deux qui sont symétriques. Vous voyez ici, le colosse avance la jambe gauche et celui-ci avance la jambe droite. Donc, ils sont conçus pour être mises en paire, en fait, de part et d'autre peut-être d'une porte. Et donc, ces statues sont installées là où elles sont visibles aujourd'hui, à la fin du XVIIIe siècle. Elles ont été trouvées donc à la villa d'Adrien, probablement dans les toutes premières fouilles du début du XVIe siècle, hein, probablement. Et donc, elles se sont promenées un petit peu partout, non pas un petit peu partout, elles ont été en fait installées à Tivoli, à la Villa d'Este. Elles ont été installées devant la porte de la Villa d'Este, qui est la résidence du gouverneur pontifical de Tivoli. Elles ont été là du XVIe au XVIIIe siècle, et puis ensuite elles ont été transportées au Vatican. Donc, grande statue, égyptisante pas vraiment égyptienne, parce que le portrait du personnage, eh bien, c'est Antinous. Voilà encore la statue d'Antinous. Il y en a plusieurs hein, qui ont été retrouvées à, à la villa d'Adrien. Antinous sous la forme du dieu Osiris. Et donc, c'est l'occasion de faire un petit peu le point sur l'iconographie d'Antinous. Il y a deux catégories, en fait, de représentation d'Antinous. Il y a une première représentation, on pourrait dire, romaine d'Antinous. Antinous, c'est un homme jeune, qui est mort jeune, qui était le compagnon, le favori d'Adrien. Et donc, la représentation à la romaine représente un homme jeune, avec des cheveux bouclés et un air mélancolique, triste, si l'on peut dire. Il faut pas oublier qu'il est mort, jeune, probablement s'est-il suicidé, mort jeune en tout cas. Et donc, ça, c'est la représentation romaine, relativement réaliste. Et la représentation égyptienne, eh bien, voilà, c'est un personnage qui est vêtu à l'égyptienne, qui a des traits un peu idéalisés, pas vraiment réalistes. Vous avez là la présentation d'une des statues d'Antinous dans l'exposition Champollion au Louvre-Lens en ce moment. Et puis, il y a aussi, évidemment, ces télamones dont on vient de parler. Un Antinous égyptianisé en forme de pharaon, n'ayant pas l'âge relativement jeune de la représentation romaine, un peu sans âge, en tout cas plus solide, et donc arborant les insignes d'Osiris ou des pharaons, qui sont d'ailleurs les mêmes, et c'est ce qu'on voit sur ces statues, donc, dont l'une se trouve au musée du Louvre et donc au Louvre-Lens en ce moment, et dont les deux que vous voyez là se trouvent au musée du Vatican, donc l'une de part et d'autre de la porte donnant accès à la salle à Rotonda, et l'autre dans la reconstitution du canope de la villa d'Adrien. Donc le canope, c'est le bassin, le sérapéum, c'est le bâtiment, et donc cette
présentation qui en est faite. Donc, elle est critiquable parce qu'il y a une place excessive accordée à l'interprétation d'Antinoüs. Ce n'est pas un temple d'Antinoüs, mais elle est tout à fait acceptable dans la mesure où les statues qui ont été trouvées, même celles d'Antinoüs, eh bien, ce sont des statues qui évoquent effectivement le culte de Sérapis. Sérapis, c'est un dieu de l'Égypte hellénistique et romaine, c'est un dieu synthétique, on pourrait dire, qui résulte de l'association entre Osiris et Apis, deux divinités égyptiennes fusionnées pour donner Sérapis. Et donc, Sérapis est très souvent mis en relation avec l'idée de régénération, l'idée de retour à la vie, si on peut dire. C'est tout le mythe d'Osiris qui pourrait être mobilisé. Retour à la vie, comme on le voit aussi avec cette grande statue qui est ici dans l'axe. C'est une statue de la déesse Isis, sous la forme qui est aussi celle de la déesse Déméter, et le tout mis en relation avec Sotis. Alors Sotis, ce n'est pas exactement une divinité, c'est une étoile. Sotis, c'est le nom grec de l'étoile Sirius. Et dans le calendrier égyptien, l'étoile Sirius jouait un rôle tout à fait important. L'étoile Sirius, c'est l'étoile alpha de la constellation du Grand Chien. Elle n'est en principe pas visible dans l'hémisphère nord. En Égypte, on est dans l'hémisphère nord, hein, pas très loin du tropique, mais quand même. Et donc, l'étoile Sirius n'est en principe pas visible dans l'hémisphère nord, sauf en été. Et donc, il y a un moment où cette étoile apparaît. Elle apparaît, elle n'est pas visible en hiver, mais elle apparaît. C'est ce qu'on appelle le lever héliaque de l'étoile Sirius, qui était pour les Égyptiens, pour d'autres peuples de l'Antiquité, le point de départ de l'année, un des points de départ de l'année qui est constituée de 365 jours un quart, comme vous savez. On le sait dans l'Antiquité, hein, que l'année est un petit peu plus longue que 365 jours, parce qu'on a compris que l'année, c'est 365 jours, c'est-à-dire 365 rotations de la Terre sur elle-même, mais que l'année, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil. Ça, on le sait, même dans l'Antiquité. Enfin, certains le savent, tout au moins. Et donc, le lever héliaque de Sirius était le point de départ de l'année égyptienne. Mais en Égypte, dans l'Antiquité et jusqu'au XXe siècle, un autre point de départ de l'année, c'est la crue du Nil, hein, c'est l'inondation. Le premier jour de la saison de l'inondation, c'est aussi un point de départ. Et ce point de départ, donc la saison de l'inondation, n'a aucun rapport avec l'étoile Sirius, ni aucun rapport avec le Soleil, ni avec la révolution de la Terre autour du Soleil, bien sûr. Donc il y a un moment précis, c'est le moment extraordinaire où le jour de l'inondation correspond avec le lever héliaque de l'étoile Sirius. Ça se produit une fois, et puis, l'année d'après, il y a un décalage d'un quart de jour parce que l'inondation se produit régulièrement au fil du temps et puis la Terre tourne et donc l'année, c'est 365 jours un quart. Il y a donc un quart de jour de décalage, puis un demi-jour de décalage après 2 ans, puis 4 jours de décalage après, puis un jour de décalage après 4 ans et finalement 365 jours de décalage après 1460 ans. Donc, il y a un moment où le lever héliaque de Sirius vient coïncider à nouveau avec le premier jour de l'inondation. Pour les Égyptiens, c'était un moment extraordinaire, un moment de fête. On sait que Hadrien avait préparé cette cérémonie extraordinaire qui allait survenir. On peut calculer un décalage de 363 jours, 364 jours, 365 jours, ça se calcule des années à l'avance. Donc, Hadrien avait probablement organisé dans son Sérapéum du Canope des cérémonies, avait probablement prévu des cérémonies pour cette grande année extraordinaire où le lever héliaque de Sirius allait coïncider avec la crue du Nil. Des textes nous ont appris que ce phénomène s'est produit en 139 et Hadrien est mort en 138. Donc il n'a pas pu voir cela, mais enfin il avait préparé sans doute les cérémonies. Donc le Canope, le Sérapéum sont certainement des endroits, des lieux liés au souvenir de l'Égypte, liés à l'intérêt qu'Hadrien éprouve pour l'Égypte, certainement. Là, il n'y a pas lieu de douter de cela. On a suffisamment d'indications, suffisamment d'éléments pour accréditer cette interprétation. Pour le Canope et pour le Sérapéum, oui. Pour le reste de la villa, c'est beaucoup plus difficile. Et donc là, je voudrais terminer maintenant en demandant ce que c'est exactement que la Villa Adriana. L'auteur de l'Histoire Auguste nous dit au IVe siècle, il orna sa campagne de Tibur de constructions admirables. Bon. Et donc, il fait de la Villa Adriana une villa au sens romain des choses, un grand domaine, une exploitation agricole, une résidence dans le grand domaine.
Et de quoi s'agit-il? S'il s'agit d'une résidence impériale, de quoi s'agit-il exactement? Donc campagne ou palais? Et il faut raisonner sur cette appellation traditionnelle de palais impérial. En effet, une portion de la villa d'Adrien est appelée, depuis le XVIe siècle, palais impérial. Et comment savoir? Comment essayer d'introduire de la clarté dans tout cela? Ben, en raisonnant sur les mosaïques, en raisonnant sur les sols qui se sont conservés parfois assez bien dans des espaces relativement étendus dans la villa. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs catégories de mosaïques. D'abord, il faut distinguer la mosaïque au sens précis, c'est-à-dire des petits cubes ayant tous la même forme, soit des petits cubes relativement gros, soit des petits cubes relativement petits. C'est ce qu'on appelle l'opus tessellatum, la mosaïque au sens habituel du terme. Et puis, il y a une autre manière de couvrir le sol, c'est ce qu'on appelle l'appareil, ici l'appareil en épi, ça peut être différents noms pour désigner ça, c'est-à-dire une couverture simple du sol, pas très coûteuse, alors que la mosaïque demande beaucoup plus de travail, hein, est beaucoup plus coûteuse. On peut aussi distinguer dans la mosaïque deux catégories. Ou bien les morceaux qui constituent la mosaïque n'ont pas la même forme et sont taillés dans des matériaux précieux pour esquisser un décor, pour esquisser des figures géométriques ou pour esquisser même éventuellement des représentations figurées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'opus sectile. Les petits morceaux ont été taillés, coupés véritablement pour faire cela. On les appelle croustales dans ce sens-là. Ou alors, la mosaïque ou les tesselles ont toutes la même forme. Mais cette forme, c'est donc un cube. Ce cube peut être de grande taille ou de petite taille. On a calculé donc une finesse de la mosaïque. J'ai dit tout à l'heure, la mosaïque aux colombes a une finesse de 160 tesselles par centimètre carré. C'est énorme. Il y a parfois des mosaïques qui sont un petit peu plus fines encore. On a des mosaïques qui ont plus de 200 tesselles par centimètre carré. Enfin, la plupart des mosaïques ont plutôt autour de 80 à 100 tesselles par centimètre carré. Ce sont de belles mosaïques. La mosaïque que je vous ai montrée il y a un instant, donc celle-ci, a une finesse beaucoup plus sommaire. En somme, là, on est plutôt autour de 20-30 tesselles par centimètre carré seulement. Un centimètre carré, c'est un carré d'un centimètre de côté, donc un carré de 10 millimètres de côté. Dans un centimètre carré, il y a évidemment 100 millimètres carrés, donc 160 tesselles par centimètre carré, c'est-à-dire que chaque tesselle a une surface inférieure à 1 millimètre carré. C'est vraiment un travail de grande précision. Eh bien, en se fondant sur l'examen des sols, on peut établir une hiérarchie. Il y a des sols, disons, relativement ordinaires, et puis il y a des sols très richement décorés. Les sols relativement ordinaires pour des espaces relativement ordinaires, les sols très richement décorés pour des espaces très prestigieux, pour des espaces très nobles, on pourrait dire. Et donc partout où on trouvera soit de l'opus sectile, soit des mosaïques de grande finesse, on pourra dire, là, il y a des salles en rapport avec l'empereur, là, il y a des salles en rapport avec quelque chose d'important, et partout où il y aura des couvertures, disons, sommaires, on dira, là, ce sont des espaces de service, ce sont des espaces pour les domestiques, pour les soldats, enfin, et pas pour l'apparat impérial. En se fondant sur les sols, on peut émettre des hypothèses sur l'attribution des salles ou des bâtiments, des hypothèses qui ne sont pas fondées sur des lubies, mais qui sont fondées sur quelque chose de concret, de tangible. Alors, passons à l'acte. Si l'on ne savait pas que le théâtre maritime était quelque chose de tout à fait spectaculaire, de tout à fait impressionnant, bien, il suffirait d'examiner les sols. Les sols qui sont couverts, vous voyez ici par exemple, le figuré bleu, représente un revêtement en marbre blanc. Ou bien alors, vous avez, ici en figuré vert, vous avez un opus sectile. En jaune, un opus sectile aussi. On peut distinguer plusieurs catégories d'opus sectile. Donc, des sols richement décorés. Par conséquent, même si on ne voyait pas le caractère original et étrange du plan, on pourrait dire, là, il y a quand même quelque chose qui est en rapport avec l'empereur, qui est en rapport avec, disons, des activités importantes, des activités de prestige, certainement. Et pour un autre bâtiment, comme celui-là, l'appellation traditionnelle, c'est poste de garde, caserne des pompiers, caserne des gardes prétoriens, on ne sait pas exactement, mais il suffit d'examiner les sols. La presque totalité de la surface du bâtiment est couverte d'un opus spicatum, c'est-à-dire des briques mises en épi. C'est un sol simple, ce n'est pas une résidence impériale. Donc en se fondant sur le sol, on peut avoir une interprétation des différents bâtiments
enfin, esquisser une hypothèse en tout cas, pour l'attribution des différents bâtiments. Et donc reprenons cette appellation de palais impérial qui est donnée à une portion de la villa d'Adrien, c'est toute cette région qui est là, qui est donc un petit peu à l'est du théâtre maritime. Vous voyez, le théâtre maritime, c'est cette zone ronde qui est là, ici le Pessil, là le Canope. Donc toute cette zone est appelée palais impérial ou villa d'Adrien au sens propre. Et donc, nous allons aller visiter cette zone, on va aller visiter ce secteur exactement qui est là. Vous voyez, des jardins à chaque côté, et puis ici. Voilà. Et bien évidemment, quand on voit ces racines de mur, c'est un petit peu délicat d'avoir je dirais une définition précise de l'affectation et de l'usage que l'on pouvait faire de ces bâtiments. Donc, si on examine les sols, donc voilà un dessin de restitution, on est ici. Si on examine les sols, eh bien, on constate que ces sols se sont à peu près conservés dans de nombreuses sections, enfin pas ici en tout cas. Et puis quand on regarde bien la légende, alors l'auteur de ces diagrammes que je vous présente, c'est l'archéologue Marina De Franceschini, elle a fait un travail remarquable sur l'analyse des sols, mais le problème c'est que ces diagrammes ont une légende colorée et la signification des couleurs n'est pas la même d'un diagramme à l'autre. Donc il faut lire vraiment la légende. Alors que voit-on? On voit par exemple ici cette salle qui est appelée habituellement triclinium des centaures. C'est là qu'on a trouvé la mosaïque aux centaures qu'on a vu tout à l'heure. On voit que c'est une salle qui est décorée de mosaïques qui a au moins 100 tesselles par centimètre carré. Donc, fine, très fine. À d'autres endroits, on aura en verre opus sectilé, mosaïque de grand prestige aussi. Donc, toute cette zone, évidemment, est en rapport avec l'empereur, avec quelque chose qui a un rapport avec l'empereur. Mais quoi exactement? Donc, l'appellation de palais impérial ne signifie pas grand-chose, mais certainement cette zone du palais, cette zone de la villa plutôt, était en liaison avec l'empereur, bien sûr. Qui faisait-on exactement? On ne sait pas trop. Certains ont dit, dans une partie de ce palais, il y a ici une demi-coupole, et puis on ne le voit pas sur les dessins, mais il y a une autre demi-coupole derrière. Bon. Donc, une double abside, c'est la salle du trône. C'est le palais impérial, c'est la salle du trône. Le problème, c'est que les empereurs romains n'ont pas de trône. Il y a des salles, on appelle ça des salles, on dit aula regia dans le vocabulaire des archéologues, mais disons une salle de réception, une salle où l'empereur reçoit les salutations. On avait vu ça sur le Palatin, par exemple. Oui, mais enfin, quand on regarde, bon là, évidemment, on ne voit pas très bien, mais on voit quand même que l'essentiel de cette structure est couverte d'opus spicatum, hein, c'est-à-dire un revêtement très ordinaire, au fond. Donc, la salle du trône recouverte d'un revêtement ordinaire, c'est certainement pas une bonne approche. C'est plus probablement un lieu qui permet de passer vers le bâtiment qui est ici, donc qui est au sud, en fait, ici. Et donc, ce lieu, c'est ce qui est appelé la Piazza d'Oro. Piazza d'Oro, c'est l'appellation traditionnelle, on ne prend même pas la peine de traduire en français d'ailleurs. Piazza d'Oro, donc que voit-on? On voit une piazza, oui, avec des bâtiments, une colonnade. Alors ici, le figuré signifie opus sectile, dont on n'a pas réussi à reconstituer exactement le décor. Enfin, c'est un opus sectile quand même. Et puis, à d'autres endroits, on a ici du marbre blanc. Et là, en bleu, c'est l'opus sectilé de modules, enfin la taille des croustets est relativement de taille moyenne. Bref, un bâtiment décoré avec un pavement de prix, un bâtiment donc certainement très prestigieux. Qui savait à quoi? Le plan de ce bâtiment ressemble beaucoup, et même est identique, au plan d'un bâtiment qui se trouve à Athènes, sur ce qu'on appelle l'Agora romaine, un bâtiment qui est appelé la bibliothèque d'Adrien. Bâtiment qu'Adrien a fait construire à Athènes et qui a ce plan-là, et qui était une bibliothèque à Athènes. On peut donc penser que là, il s'agissait aussi d'une bibliothèque, et donc cette Piazza d'Oro, en fait, c'est plutôt une bibliothèque. L'examen des sols, la comparaison avec le plan d'autres bâtiments, permet de faire une hypothèse qui amène à conclure que l'appellation traditionnelle n'a pas de signification précise, qu'il vaut mieux imaginer une autre affectation pour le bâtiment, ce qui concorde mieux avec les colonnes que l'on trouve évidemment dans les ruines de la soi-disant Piazza d'Oro. Alors, pour arriver à comprendre ce qu'est aussi la Villa Adriana, il faut regarder sous le sol. Il y a en effet une villa souterraine, si on peut dire. Il y a des voies souterraines que l'on peut
voir à certains endroits, visiter si on est archéologue. Les touristes qui viennent visiter la Villa Adriana ont déjà parcouru des kilomètres et donc généralement ils ne s'aventurent pas dans ces galeries. Bien souvent même ils ne savent pas que ces galeries existent et on ne leur dit pas vraiment. Et donc il y a des galeries souterraines, oui, il y a des galeries qui parfois sont éclairées, hein, donc elles ne sont pas complètement souterraines, elles sont partiellement enterrées, parfois elles sont totalement enterrées. Et donc ces galeries ont une fonction qui a été bien sûr examinée par les archéologues. On a pu par exemple tracer le plan des voies souterraines. Euh, Ici, là, alors on peut supposer qu'il y a des passages d'un espace à un autre. Les fouilles n'ont pas été entreprises complètement, hein, donc il y a des choses qu'on ne sait pas. Enfin, on peut constater quand même qu'il y a des kilomètres de voies souterraines dans la Villa Adriana. Des voies qui permettent de desservir, de relier toutes les parties de la villa, tous les espaces de la villa, des voies qui ont qui sont souterraines en grande partie, parfois jusqu'à 7 mètres de profondeur, des voies qui sont de grande taille, elles peuvent avoir une hauteur de 5 mètres, hein, 5 mètres en souterrain. Elles sont larges aussi, dans bien des cas. Il y a même des endroits où on a aménagé des espaces souterrains élargis. Et donc, l'interprétation qui est donnée, c'est que ce sont des cheminements souterrains permettant d'apporter dans les différents espaces de la villa, d'apporter des provisions, d'apporter des marchandises, ou d'emporter aussi éventuellement des marchandises, une circulation souterraine qui n'est pas visible pour les occupants de la villa. Une circulation souterraine qui permet, disons, au personnel de service de surgir à un endroit, de faire ce qu'il a à faire, de déblayer, de balayer, de peigner les cheveux de la maîtresse de maison, et puis ensuite de disparaître par les souterrains. Donc c'est tout à fait spectaculaire. Mais les voies sont parfois tellement larges qu'elles peuvent permettre le passage de plusieurs chevaux de front. Il y a des espaces souterrains tellement larges que l'on a calculé que l'on pouvait y entreposer 200 chariots. Donc c'est une sorte de métro souterrain en fait qu'il y a à la Villa Adriana qui permet de desservir la totalité de la villa. Donc c'est un urbanisme extraordinairement original, extraordinairement, on pourrait presque dire moderne, hein, où il y a une vie à la surface et une vie en sous-sol, des vies qui se rejoignent par endroits, mais qui sont tout à fait géographiquement séparées. Donc voilà le plan des voies souterraines et ici le plan de la villa, on voit que c'est évidemment à l'échelle de la villa qu'il y a ce réseau de voies souterraines. Alors des investigations un petit peu précises ont été menées dans le secteur des thermes ici. On n'a pas encore fait de fouilles complètes, hein, mais on commence. Et donc on a pu montrer l'existence avec des sondages par scanner, on a pu montrer donc l'existence de voies souterraines, en effet, permettant de relier la zone des thermes à autre chose, probablement à cette partie-là. Nous allons voir que cette partie-là, qui a une appellation traditionnelle de pescaria, donc le vivier, est en fait considéré aujourd'hui comme ayant en réalité une autre utilisation. Alors voilà, donc cette zone dont je viens de parler, Pescaria, le vivier, hein, et ici, vous voyez les orifices qui permettent à la lumière d'aller éclairer les passages souterrains. C'est un cryptoportique. Le cryptoportique, c'est un portique caché, hein, et il y a un portique visible, donc qui est en ruine ici, et un portique caché par-dessous. Donc une circulation au niveau inférieur et une circulation au niveau supérieur pour, pour cette partie de la ville. Et cela nous amène donc à finalement une réflexion finale, une conclusion sur ce que c'est que la Villa Adriana. Là, je reprendrai les raisonnements de cette archéologue dont j'ai cité le nom, Marina De Franceschini, celle qui a travaillé sur les mosaïques. Et elle a bâti tout un raisonnement pour montrer qu'une partie de la villa, cette partie qui est là, est en fait une domus romaine traditionnelle. Alors évidemment à l'échelle de l'empereur, hein, mais une domus traditionnelle romaine que l'on peut voir, donc dont on peut voir les différentes fractions depuis l'entrée jusqu'au terme. Les termes sont là. Une domus traditionnelle, donc depuis l'entrée jusqu'au terme, qui sont ici et qui se déploient selon le mode habituel d'organisation d'une domus romaine.
Voilà donc la porte d'entrée qui est la salle aux 3 exèdres. Alors la salle aux 3 exèdres est appelée ainsi parce qu'elle possède 3 exèdres. Elle est située juste à côté du pessil et jusqu'ici, on ne voyait pas trop à quoi il pouvait servir. Bon, maintenant, on peut penser que c'est la porte d'entrée de la résidence impériale. Alors, il faut se souvenir de ce que c'est qu'une domus romaine. Je vais raisonner sur une maison très bien connue qui est la maison du Faune à Pompéi. Donc, sur la rue, une façade presque aveugle, hein, fermée, une porte et un couloir qui permet d'accéder à la première partie de la maison, qui est l'atrium. L'atrium, caractérisé par la présence d'un bassin recevant les eaux de pluie, en tout cas un bassin, impluvium et compluvium, dans une maison, disons, résidentielle, sous le bassin, il y a une citerne, et donc c'est un moyen de conserver l'eau, les eaux de pluie. En tout cas, une partie creusée dans le toit qui apporte l'eau jusque dans le bassin qui est situé en contrebas. Donc, quand on entre dans une domus, on tombe sur un bassin. Et puis ensuite, il y a une partie transversale qu'on voit ici, qu'on appelle le tablinum. Dans le tablinum, on montre ce qu'il y a à montrer. Si l'on est dans une famille patricienne, ben on va montrer les ancêtres, les effigies de cire, les ancêtres seront montrés là, par exemple, hein, montrer ce qu'est la famille. Et puis quand on traverse le tablinum, on arrive dans un jardin petit ou grand, ça dépend, un jardin entouré d'un péristyle. Et sur ce jardin entouré d'un péristyle ouvrent les différentes salles, les différentes portions de la résidence. Donc une partie, on pourrait dire, de prestige, l'atrium, le tablinum, le péristyle, et une partie plus résidentielle, située un peu plus loin. Il faut avancer dans la maison pour arriver dans la partie résidentielle. Voilà la structure d'une domus romaine. Alors bien sûr, il y a des exceptions à toutes les règles, il y a des variantes, il peut y avoir plusieurs atriums, enfin, tout peut être compliqué, mais voilà la structure traditionnelle d'une domus romaine. Quand on est romain au 1er siècle avant ou après Jésus-Christ et qu'on se représente une maison, on peut penser à ça, si on est évidemment privilégié. Et donc, reprenons notre salle aux 3 exèdres. Quand on entre dans la salle aux 3 exèdres, il y a 3 exèdres, oui, mais il y a aussi des bassins. On entre par ici et on tombe sur quoi? Sur un bassin. Donc, c'est l'impluvium. Quand on entre ensuite dans la salle proprement dite, il y a 3 exèdres et dans chaque exèdre, un bassin. Donc, c'est l'entrée dans la maison de l'empereur. Ce n'est pas une petite maison avec un seul bassin, c'est une grande maison avec plusieurs bassins. Et puis, on a ici donc le tablinum. Le tablinum, c'est la salle dans laquelle on entre une fois que l'on a traversé l'atrium. Et dans cette salle, eh bien, on montre ce qu'il y a à voir. Alors, dans ce qu'il y avait dans le tablinum de la maison d'Adrien, on ne sait pas trop, évidemment, mais ce qu'on peut voir, ce sont les sols. Les sols qui sont, vous voyez, c'est vert et jaune, hein. Alors, le jaune, c'est opus sectilé avec un module, c'est-à-dire une taille des croustades qui est plus ou moins grande, opus sectilé, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en matière de mosaïque, très riche. Et de ce fait, le sol plus la structure du plan nous permet d'accréditer l'idée que l'on est dans l'entrée de la résidence de l'empereur. Alors, ce tablinum, normalement, ensuite, se poursuit par le péristyle, le jardin. Bon, il n'y a pas de passage directement dans le jardin qu'on trouve ici. Il faut faire tout un parcours pour arriver dans le jardin. N'oublions pas qu'il s'agit de la résidence de l'empereur. Il y a des points de contrôle, des points de sécurité ici et là quand même. La maison de l'empereur n'est pas ouverte comme un moulin. Alors, le péristyle, donc le jardin, une fois que l'on est passé par l'atrium, eh bien, c'est cette zone qu'on appelle à la Villa Adriana le stade jardin. C'est ces vestiges qui sont là, qui sont difficiles à comprendre, hein. On voit apparemment des bassins, on voit des constructions, difficiles à comprendre, sauf que l'on peut prendre le plan, que l'on peut regarder la nature des pavements, on voit jaune et bleu, jaune c'est opus sectilé, bleu c'est marbre blanc. Donc très riche aussi, une décoration très riche. On arrive par la salle aux 3 exèdres ici, on entre dans ce qui est donc le péristyle un petit peu agrandi, ce qui permet d'accéder aux salles résidentielles, à la partie résidentielle un petit peu au-delà. Et ce bâtiment qu'il y a un petit peu au-delà, donc une fois qu'on vient de la salle des 3 exèdres, eh bien c'est cette portion qui est ici, avec le bassin du vivier, c'est l'appellation traditionnelle, bassin du vivier, et donc ces salles qui constituent en fait la résidence impériale proprement dite. Voilà le bassin du vivier qui est en fait un portique au premier étage, cryptoportique en quasi souterrain,
et qui est donc le cœur de la résidence impériale. Et là aussi, l'examen des sols est tout à fait intéressant. Il y a de l'opus sectilé dans plusieurs salles. Alors évidemment, il faudrait pouvoir mesurer la qualité de la construction à l'étage supérieur, mais comme vous voyez, l'étage supérieur n'existe plus, donc difficile de le savoir vraiment. Mais en tout cas, on voit par là que cette interprétation fondée sur la nature des sols et sur la structure du plan, eh bien, permet de comprendre que ceci a toutes les caractéristiques d'une domus traditionnelle. Et dans une domus traditionnelle, il peut y avoir, si elle est assez grande, il peut y avoir des termes, et justement des termes, il y en a ici. Là, ce sont les petits termes à côté des grands termes. Différence entre les deux, grand et petit, la taille, mais différence entre les deux, la nature des sols. Le sol des grands termes, c'est de la mosaïque, disons, belle, mais sans plus. Le sol des petits termes, c'est de la mosaïque très fine et de l'opus sectile. Donc, terme pour l'empereur et la famille impériale, terme pour les invités, peut-être. Voilà donc une interprétation de ce qu'est la Villa Adriana. Ce n'est pas simplement, je dirais, une villa au sens romain du terme, un domaine à la campagne. On ne voit pas de bâtiment d'exploitation dans cette ville-là. Il n'y a pas vraiment de domaine autour, en tout cas, pas que l'on sache vraiment. Mais certainement, il y a des caractéristiques tout à fait précises. D'abord, il y a cette richesse de la décoration. Richesse de la décoration, ce sont les mosaïques, c'est l'opus sectilé, ce sont les statues. Vous avez là, par exemple, une statue qui est une copie des cariatides de l'Erechtheion d'Athènes. Alors, quand on va sur l'acropole d'Athènes, on voit les cariatides de l'Erechtheion. Ce que l'on voit maintenant, ce sont des copies, les originaux sont dans le musée à côté, sauf une qui est en Angleterre. Et donc, à Tivoli, depuis le IIe siècle, il y a des copies des cariatides de l'Erechtheion. Donc, le luxe, la richesse de la décoration, et puis d'autre part aussi je dirais la sécurité, en fait, les dispositifs de sécurité qui permettent de comprendre que la Villa Adriana, c'est une villa construite par l'empereur Adrien, c'est une villa où celui-ci réside quand il n'est pas en voyage, il voyage beaucoup, c'est l'un des sièges du pouvoir, en fait. Elle est un des éléments caractéristiques de la représentation du pouvoir, clairement. Et cela peut être pour nous une conclusion. C'est-à-dire que ce qui peut paraître comme étant finalement pas exactement anarchique, mais un plan difficile à comprendre. C'est vrai que les orientations varient. Vous avez des orientations nord-sud, des orientations est-ouest. Vous avez une sorte d'enchevêtrement des bâtiments. Ce qui fait que la visite de la Villa Adriana, quand on est profane, si je puis dire, c'est à la fois très agréable, c'est un très bel endroit, mais en même temps, c'est quasiment incompréhensible. On ne comprend pas ce qu'on voit parce que tout est en ruine et les œuvres d'art sont parties de toute façon. Donc, c'est assez, je ne dirais pas décevant, mais c'est un petit peu frustrant quand même, une promenade à la Villa Adriana. Mais quand on étudie de près le phénomène, on voit qu'il y a une conception d'ensemble. Ce n'est pas une villa, c'est une ville. Et dans cette ville, il y a des bâtiments différents, il y a des quartiers différents, il y a des lieux différents, et l'un de ces lieux, c'est la résidence impériale. Alors la résidence impériale, ce n'est pas celle qu'il y a sur la terrasse de l'Académie, d'où on a un beau point de vue, ce n'est pas non plus ce qu'on appelle habituellement le palais impérial. Le palais impérial, vous l'avez ici, la villa d'Adrien. La résidence impériale, c'est celle que l'on voit là, en réalité, celle que je viens de décrire. Et donc, il faut mettre la Villa Adriana dans une série qui est caractérisée à la fois par l'existence de lieux comparables, comme par exemple la Villa d'Auguste à Prima Porta. De la Villa d'Auguste à Prima Porta, il reste ces merveilleuses fresques qui sont montrées au Palazzo Massimo pour le jardin, ou la statue d'Auguste en impérator. Donc, la villa existait, elle n'est plus que ruine aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir à Prima Porta, les œuvres ont été transportées au Musée national romain, mais il y avait une résidence, pas la campagne si on veut, mais une résidence de prestige, avec la sécurité, avec les points de contrôle. Vous voyez ici, on dit parfois la Villa Adriana, c'est pas une forteresse. Non, c'est pas une forteresse, mais vous avez quand même des fortifications apparemment. On n'entre pas comme dans un moulin. Donc la Villa d'Auguste à Prima Porta. Vous avez par exemple la résidence de Tibère sur l'île de Capri. Là aussi, luxe et sécurité. Qu'est-ce qu'on peut mentionner encore comme exemple? La Domus Aurea de Néron.
peut aussi être envisagée de cette façon. Donc, il faut concevoir la Villa Adriana comme cela. C'est le souvenir des grandes résidences royales des rois hellénistiques, c'est le souvenir des grandes résidences royales des rois perses, par exemple. Tout cela a complètement disparu. C'est la tradition qui a été inaugurée par Auguste, puis par Tibère, puis par Néron, qui va être poursuivie par Domitien sur la colline du Palatin, le palais impérial. Non, tout cela aboutit un peu à la domus de la Villa Adriana. Tout cela aboutit à cette villa de Tibur, qui est donc un chef-d'œuvre d'architecture, à la fois par les innovations, les voûtes, les coupoles, les demi-coupoles, les voies souterraines, et puis aussi par le plan d'ensemble. C'est pourquoi beaucoup de grands esprits, de beaucoup d'artistes, beaucoup d'architectes sont venus à partir du XVIe siècle à la Villa Adriana pour étudier le lieu. On sait que Palladio, Raphaël, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Piranèse, Canova sont passés, et parfois pendant un moment, à la Villa Adriana. Ils en ont soit relevé des plans, soit fait des dessins. On sait que Piero Ligorio, par exemple, l'architecte de la Villa d'Este, eh bien, est aussi le premier fouilleur un petit peu ambitieux de la Villa Adriana. Et donc, c'est dire qu'il faut, il faut considérer la Villa Adriana comme un lieu tout à fait impressionnant, tout à fait important. Alors, si on veut comparer la Villa Adriana à quelque chose, ce n'est pas au domaine rural que l'auteur antique nous suggérait de voir dans la Villa Adriana. Il orna sa campagne de construction admirable. Ce n'est pas du tout un domaine rural. La comparaison que l'on peut faire pour cette Villa Adriana, c'est évidemment le Palais de Versailles. Si on veut faire une comparaison anachronique, c'est cela qu'il faut faire. Voilà, je pense que nous avons terminé notre petite promenade. Une précision quand même, les fouilles archéologiques exhaustives et scientifiques n'ont pas encore été menées vraiment à la Villa Adriana. Il y a du travail encore pour un certain temps, et il est possible que d'autres interprétations puissent émerger dans l'avenir, qui viendraient contredire soit les appellations traditionnelles, ça on l'a déjà fait, soit les nouvelles interprétations qu'on peut donner maintenant.